Bonjour à tous, donc c'est moi qui ouvre le bal, on va dire, avec une présentation un peu générale et synthétique sur les modalités de dépistage et de prévention. Voilà. Alors, juste un mot du contexte du VIH en 2023. C'est vrai qu'on a maintenant depuis une bonne dizaine d'années des traitements très efficaces et que finalement l'espérance de vie s'allonge pour les patients vivant avec le VIH, ce qui leur permet, entre guillemets, aussi d'avoir le temps finalement de faire des cancers. Et par ailleurs, même si les traitements sont très efficaces, la pathologie VIH n'en reste pas moins une pathologie chronique évolutive, que ce soit en lien avec la réplication virale résiduelle, en lien avec la translocation microbienne ou avec des co-infections virales fréquentes, HPV, CMV, VHC, VHB, le tout générant une activation immunitaire persistante et une immunosénescence prématurée, elle-même à l'origine d'un terrain inflammatoire chronique. Et vous savez que ce terrain inflammatoire chronique fait le lit des comorbidités, notamment cardiométaboliques et bien entendu du cancer qui est le sujet du jour. Alors, quelques chiffres, les ratios d'incidence standardisés qui finalement reflètent en fait le surrisque qu'on a de faire un cancer. Donc là, en l'occurrence, chez les personnes vivant avec le VIH par rapport à la population générale non infectée, eh bien, vous voyez qu'il y a un surrisque. Alors, on s'y attendait évidemment très important pour les... Alors, il n'y a pas de pointeur, je suis désolée, mais c'est encadré en rouge. Pour les cancers dits classant sida, la maladie de Kaposi, lymphome malano-hodgkinien, col de l'utérus, avec des ratios d'incidence standardisés très élevés. Mais pas que, aussi pour des cancers non classant sida, comme le cancer bronchopulmonaire, l'hépatocarcinome, la maladie d'Hodgkin et le cancer de l'anus, pour lequel vous voyez le ratio d'incidence standardisé est vraiment très très élevé, donc un risque de cancer vraiment très accru chez les personnes vivant avec le VIH versus la population non infectée. Alors, en termes de prévention, des spécificités liées au VIH, c'est en fait essentiellement une bonne situation immunovirologique, un bon contrôle, le meilleur possible, en tout cas, par le biais évidemment d'un traitement antirétroviral efficace et, si possible, de la restauration immunitaire la meilleure possible. Puis ensuite, on retrouve bien sûr les facteurs classiques qu'on retrouve en population générale, notamment en premier chef les facteurs évitables, alcool et surtout tabac. La bonne hygiène de vie, notamment la lutte contre les facteurs de risque cardiovasculaire et l'obésité, notamment. Les vaccinations, point très important, vaccination HPV, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres sessions, pour la prévention du cancer du col, du cancer anal dont je viens de parler, des cancers ORL également. Vaccination contre l'hépatite B, puis dépistage et traitement de l'hépatite C et photoprotection, bien sûr, comme en population générale pour les cancers cutanés, notamment mélanome. Alors, un petit point sur le rappel de la vaccination HPV. Donc, les recommandations en population générale sont hommes et femmes, donc en rattrapage jusqu'à l'âge de 19 ans avec le vaccin non avalant 3 doses. C'est la même chose, ce sont les mêmes recommandations pour les personnes vivant avec le VIH. Alors, en parlant des recommandations, donc le rapport de Loubel, comme vous le savez, n'a pas encore exprimé son actualité, son actualisation. Ça devrait pas tarder. On les attend, on espère, pour début d'année prochaine. Donc, c'est encore sous embargo. Donc, je vais vous en parler, mais sans tout révéler. En tout cas, c'est vrai que dans les groupes de discussion autour de cette vaccination et autour du cancer, des dépistages des cancers, se posait la question de la place de la vaccination prophylactique, donc secondaire. Et effectivement, il y a eu pas mal d'études qui allaient en ce sens. Donc, quelles seront effectivement la prise de position sur cette place de la vaccination prophylactique secondaire ? Et récemment, par contre, sont sortis, vous le savez, il y a quelques semaines, le HAX a eu lieu, et donc les recommandations EHAX, elles, se positionnent effectivement également pour une vaccination en prophylaxie primaire, 3 doses du vaccin non avalant jusqu'à l'âge de 45 ans, et préconise, on va dire, en tout cas exprime l'importance d'une vaccination en prophylaxie secondaire pour les personnes qui ont des lésions de haut grade au niveau anal. Alors, les recommandations en population générale, donc d'une manière générale concernant le dépistage, doivent s'appliquer aux personnes vivant avec le VIH. Ça, c'est vraiment le principe de base. Et puis, pour les dépistages donc,
on va dire cancer par cancer. Concernant le cancer anal, c'est cette méta-analyse de Clifford que vous connaissez sans doute, qui a permis de mettre en évidence en fait des taux d'incidence, des populations pour lesquelles il y a un taux d'incidence très très supérieur, et notamment les HSH séropositifs pour le VIH de plus de 30 ans, mais aussi les femmes avec antécédents de cancer de la vulve ou de lésions au grade de la vulve, pour lesquels, effectivement, il apparaît important de se positionner pour un dépistage ciblé, individuel, donc visant ces populations-là, avec un algorithme... Ah, ça ne marche plus. Alors... Voilà. Oups, voilà. Avec cet algorithme qui a donc été proposé par la Société nationale française de coloproctologie il y a pratiquement un an, et qui propose donc, notamment pour les HSH vivant avec le VIH de plus de 30 ans, un test de triage HPV par un autoprélèvement anal qui, s'il est négatif, sera répété tous les 5 ans, et s'il est positif, sera suivi à ce moment-là d'une consultation en proctologie avec donc un frottis anal, et en fonction du résultat de ce frottis, une anuscopie ou à 3 ans, de nouveau la répétition d'un test HPV et d'une cytologie. Alors ça pose la question effectivement des discussions au niveau du groupe d'experts pour les futures donc, recommandations du rapport de Lobel sur l'élargissement aussi de ces recommandations, peut-être à d'autres populations à risque spécifiques dans le VIH, que sont par exemple les femmes vivant avec le VIH qui auraient un portage HPV-16 anal chronique ou des antécédents de lésions précancéreuses du col. Donc on verra lorsque ça sortira, mais en tout cas ça fait partie des discussions. Alors, en l'absence de symptomatologie, la recommandation, effectivement, sera validée par les experts également pour la population VIH, une stratégie optimale de test de triage HPV-16, en sachant que ça pose certains problèmes, peut-être ça sera réévoqué dans la table ronde, du remboursement de ce test. Et puis, en cas d'impossibilité de faire ce test, eh bien, une stratégie dite dégradée avec la consultation proctologique, un examen proctologique complet, avec notamment un toucher rectal et un examen de la marge anale, puis une anuscopie standard. Vous avez peut-être vu dans la diapositive d'avant le positionnement éventuellement d'une anuscopie de haute résolution, mais là encore, je pense que ça fera peut-être l'objet de discussions. C'est pas toujours réalisable, peu de proctologues sont formés à cette technique, et donc c'est pas forcément évident de l'avoir. C'est pour ça que, voilà, dans les recommandations et dans les préconisations, on essaye de recommander ce qui va être le plus facilement réalisable par une majorité de praticiens. Bien sûr, dans un contexte symptomatique, évidemment, il faudra avoir recours à la consultation d'un proctologue et à un frottis, à une anuscopie, si besoin. Les recommandations de l'EACS, elles, pour l'instant, positionnent toujours le frottis anal et l'anuscopie chez les HSH ayant des antécédents de lésions HPV tous les 1 à 3 ans, mais effectivement positionne en fait, recommande, préconise des études complémentaires pour encore mieux screener parmi les HSH vivant avec le VIH ceux qui ont le plus de risques effectivement de faire des cancers. Concernant maintenant le dépistage du cancer du col, les recommandations en population générale depuis 2020, vous le savez, HAS, chez les femmes de plus de 30 ans, sont également le test HPV, la recherche d'HPV, qui, s'il est négatif, sera répété à 5 ans, et s'il est positif, sera suivi d'un frottis. Donc de la même manière, les experts pour les patients vivant avec le VIH devraient se calquer sur cette recommandation. Après, la question, c'est: sera-t-il appliqué de la même façon à toutes les femmes vivant avec le VIH, et notamment indépendamment du taux de CD4 et du niveau des antécédents éventuels de lésions cervicales chez la femme? Donc ça fera partie effectivement des discussions et des questions qui se sont posées lors de la rédaction de ce chapitre, et ça sera intéressant de voir un petit peu ce que ça donnera. En sachant que chez les femmes plus jeunes, entre 25 et 30 ans, si elles ont une situation immunovirologique contrôlée, notamment avec plus de 500 CD4, eh bien, on se calque là encore à la population générale non infectée par le VIH, de 2 frottis à 1 an d'intervalle, puis un frottis à 3 ans. Si par contre elles ont moins de 500 CD4 ou des antécédents de lésions, à ce moment-là, la préconisation est d'un frottis cervico-vaginal tous les ans.
Le AXE positionne le dépistage dès l'âge de 21 ans par un frottis, encore à l'heure actuelle, tous les 1 à 3 ans, mais avec effectivement aussi la préconisation de mieux cibler le dépistage, et notamment par l'aide effectivement d'un typage HPV. Concernant le cancer bronchopulmonaire, les sociétés françaises de pneumologie et de radiologie thoracique, depuis plusieurs années déjà, se mobilisent fortement pour établir des recommandations de dépistage ciblé, individualisé sur des populations évaluées comme étant à risque, notamment sevrées depuis moins de 10 ans ou actifs avec une consommation de tabac de 10 cigarettes par jour pendant 30 ans ou 15 cigarettes par jour pendant 25 ans pour des personnes âgées de 50 à 74 ans et pour lesquelles elle préconiserait un dépistage par un scanner low dose, 2 scanners espacés de 1 an puis tous les 2 ans. Donc l'HAS a émis une recommandation pour faire des programmes pilotes en ce sens. L'année dernière, c'est pas très vieux, il y a une étude pilote en cours d'ailleurs chez les femmes, notamment l'étude Cascade. Et donc on attendra effectivement, pour l'instant il n'y a pas de recommandation, vous le savez, de dépistage ciblé pour ces personnes à risque, mais en tout cas ça fait l'objet de discussions, de la même manière également au niveau du groupe d'experts. Le AXE, quant à elle, déjà en 2021 et là encore en 2023, la même stratégie, effectivement, de dépistage ciblé pour une population à peu près similaire à celle dont je viens de vous parler, considérée à risque entre 50 et 80 ans et une exposition cumulée tabagique de moins 20 paquets années ou sevrée depuis moins de 15 ans, avec effectivement une recommandation d'un scanner low dose. Concernant le dépistage des cancers cutanés, la maladie de Kaposi, c'est essentiellement l'examen clinique, rigoureux, consciencieux, méticuleux, cutanéo-muqueux, et pour ça déshabiller le patient, c'est la moindre des choses. On peut également s'aider de flyers de l'INCa et de sensibiliser nos patients à l'auto-examen parce que finalement maintenant ils vont bien d'un point de vue immunovirologique et on les voit souvent que tous les 6 mois. Donc c'est important effectivement qu'ils sachent se regarder aussi, qu'ils soient à l'écoute et qu'ils n'hésitent pas à consulter en cas de problème. De la même manière, diagnostic précoce des cancers de la cavité buccale. Du fait de l'augmentation justement de l'incidence des cancers tête-et-cou, je vous ai montré quelques chiffres tout à l'heure, notamment liés à l'HPV, je pense que ça va faire l'objet également de sessions. Et donc c'est important de regarder, d'ouvrir la bouche des patients et de les sensibiliser également. Il y a également des petits flyers qui sont à destination des patients pour qu'ils soient vigilants par rapport à ça. Quant aux autres cancers, sein, prostate, côlon, c'est exactement la même chose qu'en population générale. Il n'y a pas de recommandation spécifique de dépistage de ces cancers chez la population vivant avec le VIH. Donc finalement, en conclusion, j'espère que je n'ai pas dépassé le temps, je n'ai pas vu l'heure. Donc un surrisque de certains cancers chez les personnes vivant avec le VIH par rapport à la population générale, comme je vous l'ai montré, très important notamment pour le cancer anal, un portage fréquent de virus qui donne les cancers viraux induits, HPV, HCV, HBV, EBV, prôner la vaccination contre le papillomavirus, notamment relayé par les Cégides, ça me paraît vraiment capital. Importance de la prévention, notamment des programmes de sevrage tabagique, importance de la détection précoce, du dépistage ciblé individuel pour certains cancers dont je viens de vous parler, et puis du dépistage organisé en population générale. Je pense que pour ceux qui réalisent des bilans de synthèse annuels, c'est aussi l'occasion justement de refaire un point sur ce dépistage organisé pour les patients qui en relèvent. Spécificité, comme vous l'avez vu, du dépistage du cancer du col et du cancer anal, et puis à discuter la nécessité du remboursement de cet autoprélèvement HPV-16 et de la formation des proctologues à la réalisation d'anuscopies haute résolution. Et je vous remercie de votre attention.